4 ans de prison ferme, 10 millions de francs CFA d'amende pour chacun des 5 patrons grossistes agréés. Et ce n'est pas tout, ils devront verser de façon solidaire à l'État béninois des dommages évalués à 100 millions de francs CFA. C'est bien le verdict du procès dit de faux médicaments prononcé par le tribunal de première instance de Cotonou. Ce coup de massue dans la fourmilière sonne-t-il enfin le glas des faux médicaments au Bénin? Quelles seront les implications économiques et sanitaires de cette croisade contre les faux médicaments? Une lutte qui, bien que noble, ne serait pas désintéressée. En tout cas, nous ferons le débat en décryptage. En dossier de la semaine, il s'agira de révéler aux petites et moyennes entreprises les niches d'opportunités que leur offre la loi de finances et gestion 2018. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Wikeko, que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Ropazo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal. Le numérique, un secteur maintenant plus que jamais sur orbite. Conscient de ses potentialités et de son apport pour le développement, les ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF ont décidé de se mettre en réseau en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur qui n'est pas encore suffisamment exploré sous les tropiques. Comme rendu, Herman Rodrigue Amengan, Ramatou Lawani. Tout est parti de la visite au Bénin de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en décembre 2017. Au cours de ce séjour, Michael Jean a adhéré à la vision du président Patrice Talon de faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2021. Ce projet entre en effet en droite ligne de la stratégie de l'OIF dans le secteur du numérique. Ainsi a germé l'idée de mettre en place le réseau des ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF. La francophonie, principal bras technique et financier de cette plateforme, veut ainsi accompagner l'innovation numérique en encourageant les start-up en matière de création d'applications, d'outils et de services numériques en faveur des différents secteurs d'activité. Et bonne nouvelle pour le Bénin, le Québec également est prêt à donner un coup de pouce à ce projet. Le réseau sera officiellement lancé en juin en marge de la Conférence des Amériques et sera entériné lors du prochain sommet de l'OIF en Arménie les 11 et 12 octobre 2018. Deux éléments font du sol un facteur essentiel pour la croissance du secteur agricole, sa superficie et sa fertilité. Et quand la fertilité prend un coup, la productivité s'en ressent. Au Bénin, les sols s'approviennent et ceci pour plusieurs raisons. Dans le reportage que vous allez suivre, Koudous Abdoulaye nous en fait un état des lieux. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les silos sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité, contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles, contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible, contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés. Mais avec le rythme de dégradé dans
la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Que faut-il manger pour des dents en bonne santé et une bonne hygiène bucco-dentaire? L'alimentation joue un rôle préventif dans l'apparition des maladies liées à la cavité buccale. Zoom sur les aliments qui favorisent une bonne hygiène de la bouche dans ce reportage présenté par Rodrigue Babaguito. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que ceux-là. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt, le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Et cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces. C'est en présence de plusieurs étudiants de l'UAC et de jeunes entrepreneurs que Wilfried Justin Adélakun a lancé son deuxième ouvrage littéraire intitulé « Pourquoi pas moi ». Le jeune écrivain se positionne comme un guide de motivation et d'impact pour la jeunesse. Alexis Sekenom, Patrick Adiabojou était au lancement. Suivez. Wilfried Justin Adélakun est un jeune écrivain béninois. Il enrichit à nouveau la bibliographie des ouvrages en développement personnel. Pourquoi pas moi est sa deuxième parution dans l'univers littéraire. L'œuvre de l'auteur est une exhortation. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement qu'il y ait des pauvres et des riches. Je dis qu'ensemble, on peut être tous des riches. J'ai vécu une enfance vraiment compliquée et je me suis dit, à travers mon exemple, parce qu'il y a d'autres également qui traversent des situations plus difficiles que moi. Donc c'est pour moi l'occasion de donner de l'espoir à ces gens-là, pour leur dire que peu importe les péripéties de la vie, vous pouvez y arriver. D'où l'idée qui m'est venue et de choisir le titre « Pourquoi pas moi ». Face à la peur d'agir et de se décider, Wilfried Adélakun invite les jeunes à s'accrocher à leurs rêves. Quand vous lisez mes ouvrages, vous vous sentez là-dedans. Tous ceux qui ont lu mes ouvrages m'ont fait un retour. Monsieur Wilfried Adélakun, vous êtes à féliciter. Je me suis senti dans votre ouvrage. On a tous le droit d'être heureux. On a tous le droit à une vie professionnelle accomplie. Que nous ayons une famille prolétaire, une famille, comme on le dit dans notre jargon littéralement, qui n'a pas les moyens financiers, on peut réussir. Cet ouvrage de 114 pages est riche de par le style singulier de l'auteur, son approche digeste et accessible au lecteur. Le seul secret pour réussir, selon lui, réside dans le travail bien fait et la volonté personnelle d'aller de l'avant malgré l'âge et les obstacles. Et ce sera tout pour le mini-journal. Merci de l'avoir suivi et suivez juste après moi la revue de presse. Merci à vous, Estelle Espérance Oropazo, pour cette présentation du mini-journal que nous enchaînons avec, bien sûr, comme vous l'annonciez déjà, la revue de presse économique de la semaine présentée par Marcel Achossi. Amis de la revue de presse, bonjour.
10 millions de francs CFA d'amende pour les grossistes agréés et 100 millions d'amendes en solidarité pour les dommages et intérêts causés à l'État, en plus des peines de prison. C'est ce que le verdict des 3 juges qui ont conduit l'affaire dite de faux médicaments a livré au cours de la semaine. La presse du jour nous en informe et à la page 7 du quotidien Le Télégramme, paru le 14 mars dernier, on pourra lire que l'audience devant permettre à statuer sur le délibéré annoncé depuis quelques jours a été fructueuse. Au finish, le tribunal a condamné les mises en cause à une peine privative et à une lourde amende financière. Cette information est relayée par beaucoup d'autres quotidiens comme L'Économiste, La Nation, Le Matin et l'autre quotidien. Protection sociale, l'assurance bientôt élargie aux motos. L'Économiste mentionne dans ses colonnes que les conducteurs de motos seront bientôt assujettis à l'assurance. Il ajoute que c'est la loi numéro 65-1 du 4 mars 1965 qui fait obligation à tous les usagers d'engins à 2 roues ou à 3 roues dont la cylindre excède 125 cm3 de souscrire à une assurance couvrant leur responsabilité en cas d'accident de la circulation. Commerce des produits de dépigmentation, un énorme marché se développe à Cotonou. Pas à pas, les boutiques de vente des produits capillaires et crèmes éclaircissantes se comptent à foison à Cotonou. On lit dans les lignes de l'Économiste que le business de la peau paye bien à Cotonou. D'ici 2024, le marché mondial de la dépigmentation pourrait d'ailleurs atteindre 31,2 milliards de dollars selon l'Institut Global Industry Analyst. Le même journal nous renseigne que les transactions par mobile money gagnent du terrain dans les zones UEMOA et CIMAC. Au niveau de la zone UEMOA, l'on a enregistré 7 200 milliards de francs CFA et en zone CIMAC, 4 250 milliards de francs CFA de transactions via mobile money, relève Boa Roger Johnson lors de son adresse dans le cadre des États généraux tenus à Abidjan du 6 au 9 mars 2018. La Côte d'Ivoire est en tête des 2 zones avec des transactions de 17 milliards de francs CFA par jour. Bonne nouvelle pour le Bénin, le miel béninois est désormais accepté sur le marché de l'Union européenne. Cette nouvelle était au cœur d'une séance d'information et d'échange avec les responsables de la plateforme nationale des acteurs de la filière apicole au Bénin le lundi 12 mars 2018 dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La Commission de l'Union européenne place donc le Bénin sur la liste des pays dont le miel peut être commercialisé dans l'espace de l'Union européenne. En Afrique de l'Ouest, la finance digitale évolue bien, nous rapporte l'Économiste. Tous les acteurs du développement s'accordent pour dire que les technologies de l'information et de la communication sont un atout majeur pour mettre sur pied des solutions ultra efficaces qui créent des emplois, génèrent des revenus et améliore le bien-être des populations. Et parlons GSM pour finir, le journal nous apprend que le groupe télécom sud-africain MTN réfléchit actuellement à une réduction de son portefeuille de filiales en Afrique, notamment au Bénin et au Cameroun. Selon l'Économiste, MTN pourrait donc quitter le Bénin. Ainsi se referme la revue de l'actualité de la semaine. Bon dimanche et à dimanche. Merci, bon dimanche et à dimanche Marcel Arrossi. Dans un instant s'installe le plateau de décryptage et comme je vous l'annonçais à l'entame, nous parlerons des faux médicaments et de ce verdict historique. C'est dans un instant. Et sur ce plateau de décryptage, mes invités m'ont déjà rejoint. J'ai le plaisir de présenter Moïse Dossoumou, journaliste au quotidien d'information, d'analyse et d'investigation Fraternité, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Merci, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. En face de vous, lui, il s'appelle Dieudonné Katakula. Il est du journal Le Matin, dont vous êtes d'ailleurs le directeur de publication. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour décrypter avec nous cette grosse actualité liée aux faux médicaments. Un décryptage que nous allons bien sûr faire sous l'angle
économique et sanitaire. Moïse Dossoumo, la sentence est tombée, on le sait déjà. Il y en a qui ont écopé de 4 ans de prison ferme. Il y a d'autres qui ont écopé de 6 à 18 mois de prison. D'aucuns estiment que la sanction elle est trop corsée, pendant que d'autres pensent que ce n'est pas à la mesure, à la hauteur des dommages causés par les faux médicaments. De quel côté vous situez-vous? Je pense que la justice a tranché. C'est elle seule qui a su apprécier les faits qui lui ont été présentés. C'est elle qui a mené ses investigations. C'est elle qui a indexé les coupables et a dit que tel est coupable, tel ne l'est pas. C'est elle qui a maintenant l'opportunité d'appliquer la sanction qu'il faut. Mais ce que je retiens, c'est qu'on parle de médicaments. Moi, je ne parlerai pas de faux médicaments. On parle de médicaments. Et il faut reconnaître qu'au-delà de... Pourquoi voulez-vous pas parler de faux médicaments? Parce que je n'ai aucune preuve que nous parlons là de faux médicaments. Tout médicament n'est pas faux médicament. Un médicament vrai, original, peut se retrouver sur le marché des faux médicaments. Tout comme un vrai médicament, un faux médicament peut se retrouver en pharmacie. Mais dans le cas d'espèces, tant que je n'ai pas toutes les preuves pour apprécier, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit là de faux médicaments. Je parle simplement de médicaments. Il faut dire que c'est une substance qui est dangereuse en dépit de son action bienfaisante sur la santé. Donc ce sont des produits qu'il faut manipuler avec prudence et délicatesse de leur fabrication jusqu'au consommateur final. Quant à la sanction, du moment où les médicaments, même si c'est de bons médicaments, s'ils sont conservés dans des conditions inappropriées, les dommages sont là. Et ils sont parfois irréversibles sur la santé des populations. Donc compte tenu de la spécificité de ces produits-là, qui peut créer la mort du jour au lendemain, c'est normal que la justice se décide à frapper. Mais je n'estime pas que la justice a vraiment frappé fort dans ce dossier s'il s'agit vraiment et réellement de faux médicaments. Ça veut dire que vous rejoignez ceux qui pensent que la décision n'est pas aussi corsée. Si ce sont vraiment de faux médicaments, la décision n'est pas corsée. D'accord. Dieudonné Katakoula, vous savez, il n'y a pas que les nationaux qui soient épinglés dans cette affaire de faux médicaments. Il y a également des étrangers, on a vu des Indiens et des Français. Vous pensez que cette lutte pourra véritablement aboutir? Est-ce que cette sanction va-t-elle continuer ou bien l'opération sera étouffée? Bon, je pense qu'il faut déjà se réjouir qu'il y ait déjà des sanctions, parce que dans votre introduction tout à l'heure, vous parlez de décisions historiques de la justice, des condamnations historiques. Donc, c'est-à-dire que par le passé, les gens arrivaient toujours à se soustraire des mailles et qu'au niveau des différentes administrations, les gens n'ont pas toujours le courage d'aller au terme d'un certain nombre d'enquêtes qui pourtant relèvent des compétences régaliennes de l'État, qui est de protéger les populations contre un certain nombre de déviances des gros groupes commerciaux, et en l'occurrence les laboratoires pharmaceutiques dans ce que nous disons ici, et qui profitent des laboratoires peut-être clandestins qui ne sont pas reconnus, qui profitent peut-être des faiblesses du système pour injecter sur le marché un certain nombre de produits qui peut-être ne sont pas propres à la consommation et qui leur permettent de faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui en même temps tuent les populations. Tout à l'heure, en parlant, Moïse, afin de dire qu'il n'osera pas utiliser le terme faux médicaments parce qu'il n'a pas la certitude que ce sont des faux médicaments. Comme j'ai lu dans le communiqué de l'intersyndical en pharmacie, qui crée à dessein l'amalgame comme s'ils ne connaissent pas les tests en vigueur en la matière. C'est-à-dire qu'un faux médicament, comme il le disait aussi tout à l'heure, un vrai médicament peut se retrouver dans un circuit qui est faux et devenir faux médicament, comme un faux médicament aussi peut être dans le circuit vrai et se retrouver comme vrai. Parce que simplement la législation a tracé le cadre clair d'un vrai médicament et d'un faux médicament. Et quand des pharmaciens ou l'intersyndical en viennent à créer l'amalgame, ça, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'un vrai médicament, c'est un médicament qui se retrouve hors du circuit de distribution. Mais est-ce que des études de laboratoire ont été faites pour apprécier la qualité de ces médicaments qu'on qualifie aujourd'hui de faux médicaments? C'est ce que je suis en train de dire, qu'au Bénin, indépendamment du fait que si la composition, le principe actif ou les molécules en jeu ne sont pas les vraies, c'est-à-dire qu'on définit le faux médicament comme un médicament qui se retrouve hors du circuit formel de distribution. C'est-à-dire que si on n'est pas arrivé à établir la traçabilité de ces médicaments depuis le laboratoire de fabrication, le transport, jusqu'aux entrepôts des grossistes connus, des grossistes répartiteurs connus, et que ces médicaments ont fait un autre circuit, que ces médicaments soient de vrais médicaments ou pas, les tests disent que c'est de faux médicaments. Donc, en l'occurrence, on n'a pas besoin
de tester ces médicaments selon les tests. Ok, très bien. Moïse Dossoumo, si on arrivait à épingler des responsables en charge de la distribution de ces médicaments, ça veut dire que quelque part, ces médicaments ont atterri dans les officines. Alors, comment expliquer cela? Il s'agit de professionnels du médicament, dans ce cas d'espèce. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont agi. Ce sont des professionnels du médicament. Ce sont eux qui approvisionnent justement les pharmacies. Voilà, justement. Et le circuit tel que je le connais, c'est que quand vous faites la commande auprès des laboratoires agréés à l'extérieur, dès que ça vient dans votre pays, il y a d'abord les services publics qui viennent inspecter ce que vous avez commandé. C'est-à-dire la direction des pharmacies et également l'inspection sanitaire, pour s'assurer que les produits que vous avez importés sont vrais, sont authentiques. Ensuite, maintenant, les grossistes les reprennent, les avoir dans leur magasin, il faut maintenant la répartition dans les pharmacies selon les commandes qui ont été faites. Il me semble que c'est le circuit normal. Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que ce circuit-là ne soit pas respecté? Est-ce l'État, à travers cette direction, qui a failli? Ou bien ce sont les pharmaciens grossistes eux-mêmes qui ont créé un circuit parallèle et qui ont réussi maintenant à déjouer la vigilance de l'État pendant tout ce temps? Je me pose des questions. Parce que c'est difficile pour moi de faire rentrer des médicaments dans ce pays et de passer par ce genre de circuit formel assuré par des professionnels sans que l'État ne soit au courant que quelque chose se passe. Si ça a pu se passer pendant toutes ces années qu'on n'a rien dit, c'est que quelque part l'État aussi reconnaît que ce circuit est plus ou moins formel. Sinon, il aurait tapé du poing sur la table depuis tout ce temps-là. Donc du coup, quand il y a des professionnels qui savent que ce sont des substances très dangereuses qu'ils manipulent, et pourtant ça va dans des officines, et que nous autres qui tombons malades allons acheter et nous les consommons, nous ne guérissons pas, je me dis que soit ces professionnels-là ne maîtrisent pas suffisamment leurs responsabilités, soit l'État entend valider ce circuit dit informel qui est devenu formel en temps. Mais il y a un constat qui est fait depuis quelques jours. Lorsque vous allez dans certaines pharmacies aujourd'hui, les médicaments que nous avons habituellement l'habitude de prendre sont en rupture de stock. Est-ce que cela ne justifie pas le fait que ce soit le marché noir qui approvisionne, qui alimente les pharmacies? Oui, ça peut se justifier d'une manière ou d'une autre. Encore que quand vous dites marché noir, moi je reste aussi prudent. Parce que les médicaments ne tombent pas du ciel pour entrer dans le Bénin. Ça passe soit par l'aéroport, soit par le port. Et là, c'est l'État qui veille au grain, qui s'assure que ce qui est rentré est conforme. Pourquoi c'est seulement ces grossistes qu'on sanctionne? Le médicament, comme vous l'avez dit, est passé par quelque part pour atterrir sur le territoire. C'est à là que je dis c'est la justice qui a fait son travail. C'est elle qui a investigué et qui a situé les responsabilités. Si elle estime que l'État n'a pas failli, et que c'est seulement les privés, les grossistes répartiteurs qui ont failli, donc elle a livré sa sentence et ça s'arrête là. Maintenant, si un temps l'État avait failli et que la justice n'a pas voulu aller dans le sens de l'État, mais il revient aux mises en cause aux condamnés d'aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir sortir des preuves pour dire que l'État aussi, en temps, a fait du lacisme pendant tout ce temps. Et voilà les personnes qui ont pris dans ce sens-là. Mais si ces gens-là ne parlent pas, et ils se taisent parce qu'ils sont condamnés, c'est qu'ils sont les seuls fautifs dans l'affaire. D'accord. Dieudonné, il y a des plaintes qui se font entendre déjà. Des gens ont acheté de ces médicaments en pharmacie. Il y en a qui sont décédés. Il y en a dont les cas de maladie sont devenus plus graves. Aujourd'hui, on sanctionne ces grossistes à payer 100 millions de francs CFA à l'État. Qui va dédommager justement ces victimes? Il faut déjà dire que ces grossistes aujourd'hui, si ces médicaments ont atterri au Bénin, si vous avez écouté la conférence de presse du procureur, il dit que les douanes béninoises ne reconnaissent pas avoir laissé passer ces genres de produits pour atterrir sur le territoire béninois. Si vous étiez à leur place. Donc ça veut dire quoi? Ces médicaments ne sont pas entrés par le circuit formel. Et donc ça, c'est un point. Qu'est-ce que l'État... Comment pourrait-on dédommager? Voyez-vous, aujourd'hui, on parle beaucoup de système d'insuffisance rénale, par exemple. Tout à fait. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de cancers qui se développent aujourd'hui. Et lorsque vous allez au niveau de la Direction nationale de la santé publique, aujourd'hui, les questions d'évacuation sanitaire représentent aujourd'hui un véritable gouffre financier pour l'État où l'État n'arrive plus à honorer ses engagements parce que le gap financier est énorme et beaucoup de gens tombent malades de plusieurs affections dont on n'était pas habitué et avec... en plus grand nombre. Et donc, ça commence par asphyxier l'État. Et c'est des milliards de francs. C'est pas les 100 millions là. Vont servir à quoi concrètement? Les 100 millions, c'est pour l'État. L'État dépense toujours pour faire un certain nombre de choses. Et puis bon, les pharmacies, l'État doit quand même en prendre quelque chose pour pouvoir garantir la sécurité du circuit et aussi peut-être se dédommager par rapport aux personnes qui tombent malades et qui sont soignées par l'argent de l'État lorsque ce sont ces médicaments qui ont causé le problème. Tout à fait. Vous savez, l'État aujourd'hui veut réorganiser ce secteur. Lors du dernier Conseil des ministres, l'ordre des pharmaciens a été suspendu. Est-ce que vous pensez objectivement que l'État peut arriver à bout de ce
phénomène? Si l'État a la volonté de le faire, l'État le fera. Mais il faut que ce soit une saine volonté, une volonté sincère et transparente d'agir pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais si c'est juste une volonté déguisée pour punir des gens juste pour la forme, ça ne marchera pas. On apprend également que ce n'est pas seulement le Bénin. Vous le savez très bien, ce n'est pas seulement le Bénin qui mène ce combat contre les faux médicaments en Afrique de l'Ouest. Le combat est également mené au Togo, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Mais nous parlons spécifiquement du cas du Bénin. Oui. Et nous connaissons nos dirigeants. Et je dis que s'ils sont sincères, s'ils veulent vraiment œuvrer pour que ce trafic-là disparaisse, ils le feront. Mais si c'est juste du leurre, le trafic ne disparaîtra pas. C'est tout ce que je dis. Et avec ce qu'on a vécu jusque-là, il y a un peu comme une volonté. Oui. Il y a un peu comme une volonté qui doit se raffermir sur la durée. Avant même qu'on en arrive là, on a connu l'opération Pangéen de Fat d'Antokpa. On a vu des tonnes de médicaments saisis. Oui, même au-delà de Antokpa, 257 tonnes. On a vu tout ça et ça a continué jusqu'à maintenant. Si la volonté est réelle, ça doit se poursuivre sur la durée. Ça ne peut pas s'arrêter à ce moment-là. Il faut vraiment dénicher tous les circuits de faux médicaments, de faux médicaments là, pour que désormais les Béninois qui sont malades soient assurés de prendre du vrai médicament. Mais tant que la volonté est juste passagère, tant que ce n'est pas une volonté forte et soutenue, tant que la volonté n'est pas sur la durée, on aura beau faire tout ce qu'on a fait, on aura beau sanctionner, à terme, on continuera de consommer des faux médicaments dans le Bénin. Donc la volonté politique est déterminante, mais il faut que ce soit une volonté réelle, franche et sincère. Oui. Vous savez aussi, on entend souvent dire ces derniers jours que c'est parce que les firmes européennes sont en train de perdre le marché de médicaments et que ce sont les firmes asiatiques qui sont en train de prendre les devants. Est-ce que ce n'est pas aussi une raison? Tant mieux. Si cette guerre commerciale peut nous assurer une très bonne santé et permettre au gouvernement faible des États africains qui n'ont pas les moyens de combattre ces réseaux de trafic de médicaments, si cette guerre entre laboratoires européens et laboratoires asiatiques peut permettre de garantir la sécurité en matière de médicaments à nous autres, aux États qui n'avions pas les moyens, c'est tant mieux. Voyez-vous, le trafic de faux médicaments, c'est comme le trafic de drogue. Lorsque les gens font ce trafic, ils en viennent à avoir une puissance financière qui dépasse même la puissance financière de l'État. Et voyez aujourd'hui ce qui se passe au Brésil, dans les favelas, ce qui se passe en Colombie, où les narcotrafiquants prennent le contrôle d'un certain nombre de territoires. Donc, il ne faut pas que les États faibles que nous sommes aujourd'hui, du point de vue sécuritaire, qu'on laisse ces genres de trafic perdurer au point de remettre en cause l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens. Donc, tant mieux si cette guerre peut permettre de sécuriser les citoyens et que, comme il est dit, que la lutte soit soutenue. Oui, c'est vrai. Et que l'ordre des pharmaciens, les pharmaciens aujourd'hui qui profitent de cette opportunité pour se remettre en cause et voir si vraiment ils pratiquent leur métier tel qu'ils ont prêté serment lorsqu'ils ont été formés et qui se remettent en cause au lieu de verser dans l'opportunisme parce que ces pharmaciens étaient divisés. Il y avait deux ordres, ils ne s'entendaient même pas, les organes qui doivent subir ne sont pas en place. Maintenant que c'est suspendu, ils vont certainement s'entendre. Mais dites-moi, ce qui quelque part encourage la circulation, le trafic de faux médicaments, est-ce que quelque part c'est pas à cause du prix, du coût élevé justement de ces médicaments? Aujourd'hui, on sanctionne, on lutte contre les faux médicaments. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le citoyen lambda puisse avoir de la facilité à aller acheter des médicaments en pharmacie au lieu de s'approvisionner au bord de la voie? Moi, je crois que si c'est question de coût pour les petites affections et autres, si c'est une question de coût, je crois que ce n'est pas le coût qui empêche les populations d'accéder. C'est la disponibilité des médicaments. Non, mais vous savez, la multiplication des dépôts répartiteurs, il faut rapprocher les dépôts et autres des populations. Et quand vous parlez du coût, je ne suis pas sûr que c'est le coût parce qu'il y a les génériques et l'État doit encourager les pharmacies à proposer du générique aux populations parce que les pharmacies... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de génériques qui sont en rupture de stock aujourd'hui dans les pharmacies? Parce que ça veut dire que ces génériques étaient approvisionnés par des circuits qui ne sont pas les circuits connus de l'État et que ces médicaments qui viennent des circuits douteux sont vendus au prix fixé par l'État. Ça veut dire que les gens grugèrent l'État et les populations. Donc, si ces médicaments sont en rupture de stock, les gens vont s'arranger toujours pour trouver d'autres circuits d'approvisionnement parce que c'est un business commercial et très rentable pour les pharmaciens. Merci Dieudonné Katakula. Une dernière question pour finir. Que perdait l'État et que va-t-il gagner aujourd'hui dans cette lutte contre les faux médicaments, Moïse? L'État perdait certainement beaucoup d'argent parce que quand les médicaments ne rentrent pas dans le circuit formel, ce sont des taxes qui ne sont pas prélevées. Donc ça fait une grande ardoise que l'État n'arrive pas à avoir. Parce que moi je veux dire par rapport à ça, cette crise-là nous doit faire une opportunité. Nos pharmaciens se comportent essentiellement comme des commerçants, alors qu'ils n'ont pas été formés pour n'être que des commerçants.
ce sont aussi des fabricants de médicaments. Ils ont cette expertise-là. Voir un peu les plantes médicinales que nous avons. Elles font des merveilles. Mais personne ne veut aller là, on se dit que non, c'est des trucs sombres, c'est des trucs pas très clairs. C'est un autre débat. Non, justement, ce n'est pas à tester, ce sont des choses réelles. Il faut que nos pharmaciens là, se rapprochent de ceux qui connaissent ces plantes-là, qu'ils vérifient la toxicité, qu'on puisse régler la question de la posologie, du dosage, et qu'on propose, nous, des médicaments typiquement de chez nous. Les médicaments que nous consommons viennent d'ailleurs. C'est pas simplement plus la décision d'avoir leurs propres médicaments qu'on les consomme. Faisons pareil chez nous. Et le coût dont vous parlez là sera vraiment très réduit. Vous verrez. Merci à vous, Moïse Dossoumon, pour cette belle intervention, cette belle analyse que vous avez faite sur ce plateau de décryptage. Merci également à vous aussi, Dieudonné Katakula. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. J'espère que vous y serez très régulièrement désormais. Invitez-moi régulièrement. Merci. Donc, on poursuit cette émission et on enchaîne avec le dossier de la semaine. La loi de finances gestion 2018 offre une part belle aux petites et moyennes entreprises qui doivent saisir les opportunités qui s'y trouvent. Mais avant, il faut d'abord être informé. C'est à cet exercice que les directeurs, les directions sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises et du ministère de l'économie et des finances se sont donnés il y a quelques jours pour informer justement les opérateurs économiques avant de recevoir le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion pour les petites et moyennes entreprises. Je vous invite d'abord à suivre ce reportage. Reconnus comme vecteurs de création d'emplois et de croissance économique, les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique béninois. Mais elles peinent à assumer convenablement leurs fonctions. Confrontés à plusieurs difficultés liées entre autres aux impôts, à l'accès au financement et au marché, la plupart préfèrent évoluer dans le secteur informel, un véritable manque à gagner à l'État. Dans son programme d'action, le gouvernement leur accorde une attention particulière. La loi de finances gestion 2018 offre en effet de nombreuses mesures de facilité aux opérateurs économiques pour les inciter à la formalisation presque gratuite de leurs entreprises. À 0 francs par exemple, on peut désormais obtenir le statut de l'entrepreneur donnant droit à certains documents dont l'IFU et la carte professionnelle. Avec 10 000 francs, on peut aussi créer aujourd'hui en quelques heures un établissement. Plus besoin aussi de disposer d'un capital d'1 million de francs CFA avant de créer une entreprise SARL. Autant d'avantages contenus dans le nouveau code d'investissement qui reste inconnu du plus grand nombre des opérateurs économiques. Au titre des taxes de douane et de la fiscalité intérieure, des allègements et exonérations sont accordés à plusieurs produits, matériels informatiques et roulants. À travers cette séance d'information et d'échange, animée par plusieurs responsables des structures en charge des petites et moyennes entreprises et de l'économie et des finances, ces opérateurs économiques créateurs de richesses sont invités à s'approprier le contenu de la loi de finances et gestion 2018 afin de profiter des niches d'opportunités dont elle regorge. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de dossier de la semaine pour recevoir Alexandre Ouedjoklouno, c'est bien ça? Vous allez y arriver. Aidez-nous. Ouedjoklouno, voilà, très bien. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour nous aider à mieux comprendre ce que fait la NPME. Ricardo Loïc Pékou, bonjour. Bonjour Kakouainou, bonjour oui, à tous. Bonjour vous étiez hier sur le terrain de couverture médiatique de cette séance d'échange entre les opérateurs économiques et les directions sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises et du ministère de l'économie et des finances. Il s'agissait du partage d'informations sur les nouveautés et les opportunités contenues dans la loi de finances gestion 2018. Eh bien, nous sommes là pour en parler avec le directeur de la NPME. Voilà, vous le dites si bien, Roch Kakouainou, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez organisé justement sous la houlette du ministre Modeste Kérékou, des petites et moyennes entreprises et du ministre de l'économie et des finances, cette séance de décryptage de la loi de finances gestion 2018. En parcourant les opportunités et les avancées pour les petites et moyennes entreprises. On sait, selon les statistiques, que les petites et moyennes entreprises constituent près de 98% aujourd'hui des activités économiques. Comment se porte aujourd'hui, j'ai envie de vous demander,
tout d'abord les PME au Bénin. Merci beaucoup pour cette opportunité que BB24 offre à l'ANPME de parler de l'appui aux PME et de l'initiative instruite par le chef de l'État lui-même que vous aviez eu à couvrir hier. Les PME, je ne veux pas me hasarder sur l'état de la santé. Permettez-moi de... Parce que nous avions... critique sans doute. Non, l'État n'est pas du tout critique. Les PME... L'État reluisant, vous voulez dire? Non, l'État n'est pas aussi reluisant que l'aurait souhaité le gouvernement. C'est pour ça une batterie de mesures sont en train d'être prises pour élever le niveau de nos PME et les mettre à niveau pour être beaucoup plus compétitives au niveau du marché local, mais aussi sous-régional et international. Donc, je n'ai pas envie de me hasarder sur l'état de la santé. Alors, justement, quelles sont ces batteries de mesures? Oui, il faut dire que la première chose que l'État a commencé à faire, c'est de savoir où sont les PME. Les PME sont où? Alors, pour ne pas aller dans tous les sens, on a ciblé des secteurs d'activité vraiment porteurs pour l'économie, à savoir l'agro-industrie, le tourisme et l'économie numérique. C'est dans ces secteurs phares que l'ANPME a entrepris de recenser les PME dans les 546 arrondissements de notre pays. Ça nous a permis d'avoir une base de données sur ces PME. Alors, nous ne pourrons pas diagnostiquer toutes ces PME. Nous avions donc essayé de voir jusqu'à quel niveau nous pouvons aller pour voir à quel niveau sont ces PME. Il faut poser le diagnostic pour savoir exactement où sont les PME. On ne peut pas se lancer dans un appui tous azimuts. Si vous souffrez du paludisme, on vous prescrit un médicament contre la toux, ça ne servira à rien. Tout à fait. Alors, donc, dans ces différents secteurs d'activité que le gouvernement a jugé phares, a jugé prioritaires pour accompagner le développement du Bénin, nous avions donc recensé ces PME dans les différents arrondissements. Nous avons lancé pour la moitié d'entre elles un processus de diagnostic pour savoir à quel niveau sont ces PME. Ça nous a permis de voir comment on les renforce. Sur le plan technique, comment on élève un peu le plateau technique, pour utiliser le jargon médical, elle dit comment ces PME améliorent la qualité de leurs produits, la qualité de leurs services, quelles sont les formations nécessaires pour que ça puisse aller dans ce sens. Justement, quel type d'accompagnement offrez-vous à ces PME? Parce que vous parlez là d'élévation technique. Oui. Voilà. Sur ce simple plan technique, c'est de voir l'itinéraire technique. La manière, je prends un exemple à tout hasard, nous faisons du jus d'ananas. Comment le faisons-nous? Est-ce que ce jus d'ananas est compétitif par rapport aux autres jus qu'on importe? Donc la PME du Bénin doit s'élever à un tel niveau pour que, entre ces deux jus, le consommateur, qu'il soit béninois ou dans la sous-région, puisse choisir notre jus à nous. Alors comment on revisite donc le processus technologique de fabrication du jus d'ananas, les points critiques qui ne marchent pas, l'ANPME, avec les autres partenaires scientifiques et techniques, apporte les solutions sur cette chaîne de valeur, par exemple, sur le plan technique. Et donc, vous êtes encore à l'étape théorique? Non, ce n'est pas du tout l'état théorique, c'est ce que je vous ai dit. Nous avions recensé près de 5000 PME, nous en avons diagnostiqué la moitié, et nous en avons formé bon nombre sur ces aspects techniques. Déjà, pour leur dire, vous nous maîtrisez par exemple par le couple température et temps, par exemple. On vous forme sur comment vous devez juguler ces deux paramètres pour la production de votre jus de fruits. Ça a été fait cette année 2017. Alors, monsieur le directeur général, sur ce point concrètement, on sait que dans le programme d'action du gouvernement, il y a une part importante qui est réservée aux PME. Et d'ailleurs, il y a un ministère qui est dédié carrément aux petites et moyennes entreprises. On sait aujourd'hui que la plupart des PME ont du mal à se formaliser parce que justement, fuyant les impôts et les taxes à payer et tout le reste, donc beaucoup préfèrent rester dans l'informel. Comment est-ce que vous arrivez justement à votre niveau à pouvoir gérer et aider ces promoteurs de PME? C'est très important. Tout à fait. En fait, pour nous, la montée en échelle d'une PME, c'est-à-dire passer du niveau informel au niveau formel, c'est si le PME y voit l'intérêt. D'abord, donc c'est la problématique de base. Ce n'est pas la peine de forcer tout le monde à être formel. S'il est dans un couloir qui ne lui permet pas, s'il n'a pas à affronter la commande publique, s'il n'a pas à faire un certain nombre de choses qui lui permettent d'être formel, la PME restera dans son couloir informel et fera ses activités-là. Le rôle de l'ANPME, c'est d'amener cette PME à voir tout ce qu'elle perd en restant dans l'informel.
Donc, nous ne recrutons pas les PME que nous diagnostiquons sur une base de PME à jour, mais nous prenons les entreprises qui sont économiquement actives. Quand vous prenez une micro-entreprise de carré maman qui fait transformation beurre de karité, oui. Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'être formelle? Vous comprenez? Mais lorsqu'elle va voir les avantages qu'il y a, parce que dans tous les cas, le cordon douanier va lui demander des choses quand elle va se mettre sur le marché international. Il faut qu'elle commence à avoir un certain nombre de documents, avoir un registre de commerce, avoir un certain nombre de choses pour pouvoir faire un commerce un peu plus sérieux. Donc c'est quand elle verra l'intérêt qu'elle va lancer le processus de formalisation. Donc une condition chez nous pour être accompagné à la NPME, ce n'est pas d'être formel, c'est d'être d'abord économiquement actif. Et on se donne quelques mois, quelques années pour que vous vous rendez compte par vous-même que vous devez contribuer à la caisse de l'État qui finance vos formations, vos renforcements des capacités divers, et qui vous permettent d'être sur un marché un peu plus sérieux que le marché local. Alors, ils sont nombreux, ces promoteurs de PME qui actuellement nous suivent. Et vous estimez au niveau de la NPME que vous accompagnez les PME. Vous avez commencé d'ailleurs par le dire d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que, de façon concrète, vous accompagnez justement ces gens-là qui ont envie d'être avec vous, qui ont envie de travailler sous la tutelle de la NPME? Oui, tout à fait. J'avais commencé à le dire. Oui. Et en les identifiant, les géolocalisent. Nous ne travaillons pas avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous ne travaillons pas avec des PME nébuleuses. Ça doit être des PME qu'on peut géolocaliser facilement. Est-ce que vous leur accordez des financements? Voilà, c'est là où j'allais en venir. Les services que la NPME fournit, c'est des services non financiers, des services financiers. Mais le service financier que nous fournissons, c'est beaucoup plus un accompagnement au financement. J'explique. Ça veut dire quoi? La NPME n'est pas une banque, ce n'est pas une institution de financement qui octroie des crédits. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons crédible la PME pour qu'elle soit crédible. Nous rendons crédible la PME pour qu'elle puisse faire face aux institutions de financement. Comment rend-on une PME crédible? Dites-nous. Vous le savez, quand vous n'avez pas une mémoire comptable, aucune institution ne vous donnera de l'argent. Je ne mettrai pas mon argent quelque part où je ne sais pas comment ça se passe. La plupart des PME, nous avions fait un certain nombre de travaux, ne tiennent pas une petite comptabilité, un petit cahier de caisse où on transcrit ce qu'on fait, les transactions. La banque ne peut pas juger de votre solvabilité. C'est au niveau, c'est aussi le niveau des c'est basique ça. Donc vous voyez, donc nous accompagnons la PME à démarrer une comptabilité, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Si vous êtes une micro-entreprise, nous avons des petits outils qui vous permettent de commencer à faire votre comptabilité aisément. À la NPME, nous avons ces outils qui marchent. Et nous vous accompagnons dans l'éducation financière. Il y a une manière pour gérer l'argent. Tout le monde ne peut pas gérer l'argent. Donc il y a des outils à la NPME qui permettent d'avoir quand même une certaine éducation financière, quel que soit l'âge que vous aviez dans la mise en œuvre de votre entreprise. Et enfin, on vous accompagne à élaborer un plan d'affaires. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un business en l'air. Mais eux, ils ont envie de savoir comment est-ce qu'ils peuvent obtenir... Non, je suis en train de vous dire comment ça va se passer. Donc, voilà les outils que nous avons à l'NPME. Un plan d'affaires, ça rassure l'institution de financement. Il dit, celui-ci, il a une feuille de route pour conduire ses affaires. Et avec ça, nous vous présentons d'abord aux structures étatiques qui accompagnent les jeunes. Le FNPEJ peut donner de l'argent aux PME jusqu'à hauteur de 20 millions, déjà. Le FNPEJ peut le faire, mais c'est dans ce couloir d'activité dont je vous ai parlé que les SFT qui accompagnent le FNPEJ, les systèmes financiers décentralisés, les systèmes financiers décentralisés qui sont en partenariat avec le FNPEJ, puissent voir que vous êtes crédible. Alors, voilà. Une fois qu'on a ça, nous vous suivons pour vous faciliter les paiements à échéance régulière. Pendant combien de temps? Non, ça dépend du type de crédit que vous avez. Ça dépend du type de crédit. Donc, ce n'est pas seulement au FNPEJ qu'on vous accompagne. C'est toutes les institutions de la place qui veulent bien ouvrir leur portefeuille aux PME. Les SFD sont beaucoup plus enclins à le faire. Les banques commencent à venir. Et nous espérons qu'avec l'initiative de la BCAO actuelle, la BCAO actuellement, qui veut qu'il y ait refinancement de tout ce que les banques auraient pu offrir aux PME, ça va permettre d'augmenter la capacité de financement aux PME. Mais, entendons-nous, les PME doivent toujours avoir une certaine capacité technique de ce qu'ils font, de ce qu'elles font. Si vous êtes dans la menuiserie, il faut que vos chaises soient de très bonne qualité. On a ce gros problème ici.
qui veut quand même qu'on mette à niveau ces PME. La formation professionnelle, c'est la première partie de la compétitivité des PME. Et heureusement, le gouvernement est rentré dans ce sillage. Et hier, vous avez vu tout ce qu'on a pu proposer et les sauts de technologie qui peuvent arriver très facilement avec les exonérations que nous avons sur les équipements, sur un certain nombre de choses. Donc, là, ce sont les opportunités contenues dans la loi de finances gestion 2018, notamment parlant des exonérations pour ces petites et moyennes entreprises et ces très petites entreprises également, oui, les TPE. Micros, oui, voilà, donc c'est sur la base de ces opportunités qu'on peut augmenter la capacité technique de nos PME. Si on ne règle pas ça, et on ne va pas voir, la compétitivité ne sera pas... Mais lorsque, monsieur le directeur, lorsque vous parlez d'élaboration de plans d'affaires, de tenue, de cahiers, de comptabilité, tout et tout, c'est à croire que c'est des solutions qui ne sont proposées qu'aux promoteurs qui sont intellectuels, excusez-moi. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école et qui a envie d'entreprendre, il ne peut pas justement être éligible à vos critères. Tout entrepreneur, quel que soit son niveau académique, a tous ces outils à sa disposition. Je vous prends au mot. Nous avions lancé un petit programme dans la vallée de l'Ouémé avec des femmes qui n'ont jamais été à l'école. Mais elles tiennent leur comptabilité. Non, mais ce que mon collègue veut dire... Une comptabilité dans un cahier, un plan d'affaires. Est-ce qu'une femme qui n'a pas été à l'école, est-ce qu'elle peut elle-même rédiger un plan d'affaires? Déjà, les intellectuels n'arrivent pas à le faire. Comment vous les accompagnez justement? Voilà, un accompagnement à rédiger le plan d'affaires. Les équipes sont là pour les aider à écrire les plans d'affaires sans aucun problème. Non, mais à côté de ça, sans pour autant être sceptique, il ne faut pas perdre de vue justement, en revenant sur la question de Roch, que beaucoup aujourd'hui ont peur justement de la fiscalité. Donc, restent sceptiques quand on leur dit plan d'affaires, quand on leur dit faites votre comptabilité. Alors, ils se disent, écoutez, les impôts, les services des impôts sont à mes trousses et donc moi je ne peux pas me mettre dans ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Non, c'est la perception. Hier, vous avez suivi. Il y a beaucoup de questions et qui ont eu des réponses très simples. Parce qu'il y a cette perception et Dame Rumeur accompagne beaucoup de mauvaises nouvelles au profit des PME. Il y a des réformes fiscales. Aujourd'hui au Bénin, de plus en plus, nous avançons avec une fiscalité de développement. Le fisc n'a aucun intérêt à ce que les entreprises disparaissent. Ce ne sont pas c'est des serviteurs de la République au profit des PME. Et le fisc travaille dans ce sens. Donc il y a une politique fiscale actuellement de plus en plus orientée vers le développement des petites et moyennes entreprises que vous avez suivies de loin en large. Vous allez voir que toutes les mesures qui sont contenues dans la loi de finances 2018, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités dedans pour les PME. Mais à votre niveau, quelles sont ces opportunités? Très rapidement. Quelles sont ces niches d'opportunités au niveau de l'ANPME? Oui, l'ANPME n'est pas... je ne parlerai pas de la loi de finances 2018 par rapport à l'ANPME. L'ANPME, c'est beaucoup plus au niveau des différentes régies financières qui accompagnent les PME et doivent aussi mobiliser des ressources pour l'État pour faire tourner tous les services régaliens. Alors, à notre niveau, comme j'ai commencé à dire, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous accompagnons les PME, les services que nous leur offrons. Et la porte est grandement ouverte pour toutes les PME pour qu'ils viennent au moins s'approprier toutes les informations qui sont là, tous les services au niveau de PME. Ça veut dire quoi? Le diagnostic, l'accompagnement à la réalisation des plans d'affaires, les formations sur la base des outils. Et tout ça, c'est gratuit? Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont à frais partagés. D'accord. Frais partagés, l'État... Frais partagés, ça veut dire quoi? Frais partagés, l'État contribue à une certaine hauteur, vous aussi vous contribuez. Merci. Merci, monsieur le directeur général de l'ANPME. Les promoteurs d'entreprises vous ont écouté et feront certainement le déplacement pour formaliser leurs entreprises et saisir au bon les opportunités contenues dans cette loi de finances gestion 2018 et également les opportunités à trouver au niveau de votre direction. Merci d'être passé. Merci également à vous, Ricardo, Loïc Opekou. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Toute l'équipe de préparation et de réalisation se joint à moi pour vous dire merci. Prenez le rendez-vous du prochain numéro, dimanche prochain à partir de 11h. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le www.rtl.sn.
www.ortb.bj. A plus, sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.